Bien le bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, nous sommes le 31 octobre, le jour d'Halloween. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce décor juste exceptionnel pour ce dernier thread d'horreur de la semaine de l'horreur. Est-ce que vous êtes prêts pour 1 heure de thread d'horreur ensemble? Générique. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'espère que tu te portes bien ainsi que toute ta petite famille. Allez, je me lance. Je m'appelle A, j'ai 30 ans et je suis originaire de l'île de Mayotte. J'y ai d'ailleurs vécu jusqu'à mes 18 ans avant de m'installer en métropole. À l'époque, c'était une île où il faisait bon vivre. J'y garde des souvenirs incroyables et c'est un immense plaisir que d'y retourner afin de me ressourcer malgré les nombreuses histoires qu'on peut entendre dans les médias. Petite remise en contexte, il faut savoir que Mayotte est une île à majorité musulmane. Il est habituel d'être inscrit à l'école laïque, mais également à l'école coranique. En ce qui me concerne, j'allais à l'école laïque le matin ou l'après-midi à l'école coranique. Le week-end était consacré exclusivement à l'école coranique. J'avais mes petites habitudes, à savoir prendre tout le temps le même chemin, aller chercher ma cousine ou des amis, puis me diriger vers mon école. Enfin, mon école coranique était située dans une mosquée, à un petit quart d'heure à pied de ma maison. Cette première expérience se déroule lorsque j'avais 13 ans. Je m'en souviens encore très clairement. C'était un dimanche, tôt le matin, entre 5 et 6 heures. Je me suis levée, j'ai fait mes ablutions et ma prière du Fajr, comme d'habitude. Puis, je sors de chez moi avec mon Coran dans mon sac afin de me rendre à l'école coranique. C'était l'aube, donc il ne faisait pas encore tout à fait jour, mais pas sombre non plus. Ma cousine n'était pas présente et ayant très clairement la flemme d'aller chercher mes amis de l'époque, je commence le trajet pour mon école. L'ambiance était chill en règle générale et aucun risque de me faire kidnapper tellement il faisait bon vivre à cette époque. Les seules personnes que je rencontrais au cours du trajet revenaient de la mosquée. Il n'y en avait pas énormément, mais je ne ressentais aucune peur d'être toute seule, étant très croyante et plaçant toute ma foi en Allah. À un moment donné, je dois traverser un carrefour. Ce carrefour est connu des gens de mon quartier et de ma commune étant habité. Il s'y passait toujours quelque chose de bizarre, voire d'effrayant. Je commence à traverser ce carrefour, je me retourne vers la gauche afin de vérifier qu'aucune voiture n'arrive, et je vois quelqu'un sortir d'un peu nulle part. C'était une petite fille d'environ 10-11 ans, habillée avec une robe rouge et blanche, lui couvrant les pieds, et un long châle qui lui couvre les cheveux. Seul son visage est visible, et il était baissé. Au début, je n'y prête pas attention, me disant qu'elle doit sûrement se rendre à son école coranique aussi. Mais j'ai tout de même commencé à me sentir mal, à avoir des sueurs froides, mal au ventre, et une voix dans ma tête me disait de m'éloigner de cette petite fille, de traverser la route et de ne pas la regarder. Faisant confiance à mon instinct, je reste à droite de la rue et ne la regarde surtout pas. Pour t'expliquer, c'était une longue rue toute droite et il n'y avait strictement aucune autre route avant celle menant vers mon école, mis à part le carrefour. La petite fille continuait à avancer, tête baissée. Elle arrive au carrefour et se dirige dans la même direction que moi. On marchait à la même hauteur, mais séparés par la rue. Je jette un coup d'œil discret à la petite fille et me rends compte que c'est une fille de mon école coranique qu'on va surnommer Douria. Mais quelque chose ne va vraiment pas chez elle. Elle n'a pas de sac, pas de Coran à la main, et elle me regarde de travers, sans parler, ni rien. Un regard qui jusqu'à aujourd'hui me hante. Du coin de l'œil, je voyais sa tête tournée vers moi, mais elle avançait quand même. J'ai eu le réflexe de vouloir l'appeler lorsque je l'ai reconnue afin qu'on marche ensemble, mais impossible d'ouvrir ma bouche. Mon instinct m'ordonna de me taire, de ne pas l'appeler.
L'ambiance était si pesante sans que je n'arrive à comprendre pourquoi. Je serrais fort mon Coran contre mon cœur tout en avançant et en faisant des invocations à voix basse. Je sentais inconsciemment que ce n'était pas ma camarade, mais je gardais un esprit rationnel en me disant que si elle ne parle pas et ne vient pas vers moi, c'est qu'elle est peut-être de mauvaise humeur, que sais-je. À partir du carrefour, il fallait 5 minutes environ avant d'arriver à mon école. Sa tête était fixée devant elle, mais elle me regardait de côté. Je lui jetais fréquemment des petits coups d'œil afin de commencer à courir en cas de besoin. Je me forçais à ne pas avoir peur, à continuer de marcher, et comme on dit chez moi, la mort ne survient qu'une fois. Si c'est le jour de ma mort, eh bien, je ne pourrai rien y faire malheureusement. C'est que c'est écrit. Au bout de 5 minutes de trajet, on arrive dans le chemin vers lequel on doit tourner, et je me dis « Non mais arrête un peu, tu te fais des films. Appelle-la et marchez ensemble, il ne va rien se passer. » Je me tourne franchement vers elle, et là, Cam, il n'y a plus personne. Il n'y avait aucune trace de Douria, rien, nada. C'est impossible qu'elle ait pris un autre chemin, étant donné que c'était une ligne droite. À part si elle s'est rendue dans les bois, ce qui serait vraiment bizarre. Mais les bois étaient clôturés de partout. Impossible d'y accéder. Je vois mal une enfant sauter par-dessus une barrière et surtout sans que je ne m'en rende compte ou que je n'entende rien. Je me suis liquéfiée. Je tremblais de terreur et le seul réflexe que j'ai eu a été de courir comme une dératée jusqu'à mon école coranique. Je suis tombée sur le père d'une de mes amies qui, sortant de la mosquée, me voyant pleurer et crier, me demande « Mais il t'arrive quoi? Pourquoi tu pleures ?» Je lui ai tout raconté et heureusement, il m'a cru. Il m'a demandé si j'avais vu ses pieds et je lui ai répondu que non. Il m'a alors dit « Heureusement que tu as fait tes ablutions et que tu avais ton Coran. Ce que tu as vu n'était pas ta camarade, c'est le djinn du carrefour. » J'ignore quelles étaient ses intentions, mais heureusement qu'elle n'ait pas réussi à les accomplir. On peut dire que les anges veillaient sur toi. Durant tout le reste de la matinée, je tremblais de peur. J'étais silencieuse à la limite de pleurer à nouveau. Et ce qui est le plus drôle, enfin, drôle on s'entend, c'est que Douria est venue à l'école un peu plus tard et elle portait une robe jaune. Je lui ai demandé si c'était elle ce matin. Elle me regarde interloquée et me répond « Bah non, tu vois bien que je viens d'arriver. » Mon cœur a fait un bond et s'est mis à battre tellement fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai raconté l'histoire aux membres de ma famille et mes sœurs se sont moquées de moi, gentiment. Et ça s'est calmé. Le matin, lorsque je suis à Mayotte et que je dois passer sur cette route, et même en France lorsqu'il est tard dans la nuit et que je dois traverser un quelconque carrefour, je ressens une très forte appréhension. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Comme vous le savez mes pépites, dans les threads d'horreur, on a eu énormément de témoignages de djinns qui prennent l'apparence de quelqu'un soit que vous connaissez, avec qui vous partagez votre vie également. En fait, ils font ça pour que vous baissez les armes et que vous vous approchiez d'eux. Ils vont pas choisir l'apparence d'un inconnu, bien évidemment. Ils vont prendre l'apparence, là par exemple, ce djinn-là a pris l'apparence de ton amie qui s'apprête elle aussi à aller à l'école coranique. Donc la seule chose qu'elle attendait, c'était que justement tu fasses le chemin avec elle et après Dieu seul sait ce qui se serait passé. Soit elle aurait pu s'en prendre à toi, ou soit carrément elle serait venue dans ta vie un petit peu longtemps, ou pas. On sait pas, on sait pas. En fait, le but des djinns, c'est vraiment de nous faire peur, et la peur qu'on ressent, eux, ils s'en nourrissent et ils deviennent beaucoup plus forts. Eux, ça les amuse. Donc le fait que tu aies écouté ton instinct et que tu t'es dit, écoute, elle a l'air trop chelou. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est ton instinct qui t'a parlé. Et encore une fois, mes pépites, comme je vous le dis dans tous les threads, écoutez votre instinct. Notre corps, quand il nous fait ressentir des choses, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que lui-même, il a ressenti une chose négative qui se dégageait de cette personne. Écoutez votre instinct et heureusement que tu n'es pas parti la voir ou que tu ne t'es pas rapproché d'elle. Dieu merci. Merci infiniment, ma pépite, de nous avoir partagé ton histoire. Mes pépites, comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour en discuter et je vous propose qu'on passe tout de suite
à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, je m'appelle Chloé et j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je décide de t'écrire car quand j'étais plus jeune, entre 12 et 15 ans, oui ça a duré longtemps, j'ai vécu une histoire paranormale. Pour le contexte, mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite et j'ai donc toujours eu 2 maisons. Je vivais avec ma mère et un week-end sur 2, j'allais chez mon père. L'histoire se déroule dans la maison de mon papa. Il faut savoir qu'elle était située près d'un cimetière et qu'elle était tout en hauteur. Salon, cuisine et salle de bain au rez-de-chaussée, une première chambre au premier étage et une deuxième chambre au deuxième étage. Ma chambre était celle du deuxième étage, donc tout en haut de la maison. Déjà, il faut savoir que je me sentais bien dans cette maison, sauf dans ma chambre. L'ambiance était pesante et la sensation de ne pas être seule était constamment présente. Mes impressions et sensations se sont très vite confirmées avec les événements que j'ai pu vivre. J'avais l'habitude de dormir la porte fermée parce que j'aime dormir dans le noir complet et avec la porte totalement fermée. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens en sécurité. Chaque soir, le rituel, c'était de fermer ma porte et le lendemain matin, à mon réveil, la porte était toujours grande ouverte. Je précise tout de suite que personne ne venait l'ouvrir. Aussi, dans cette chambre, je me sentais constamment observée, épiée. Cette sensation de ne pas être seule et que quelqu'un était derrière moi sans jamais me lâcher. D'autres choses sont venues s'ajouter, des affaires qui se déplacent, la porte qui bouge, je précise qu'il n'y a aucun courant d'air, la lumière qui s'allume et s'éteint. C'était vraiment épuisant car j'avais l'impression que cette présence prenait son énergie à travers moi. L'événement qui m'a le plus traumatisée, et je n'oublierai jamais cette sensation que je souhaite à personne de vivre. Je dormais et d'un coup, je me réveille car j'ai froid. Je sens que la couverture est descendue, donc je vais pour la prendre et la remonter. Et quelle fut mon horreur quand à l'autre bout de la couverture, je sens une résistance. Au moment où j'écris, j'ai le cœur qui bat à 20 000. Alors oui, quelqu'un ou quelque chose tenait l'autre bout de ma couette. Lorsque j'ai ressenti cette résistance, j'ai lâché tout de suite la couverture et je suis restée immobile. Pendant ce temps, la couverture continuait de descendre jusqu'à la moitié de mes cuisses. Lorsque ça s'est arrêté, j'ai compté jusqu'à 3 dans ma tête et j'ai couru jusqu'à la chambre de mon père. La porte était déjà ouverte, bien entendu. J'avais alors 13 ans et j'ai dormi avec mon père pour le reste de la nuit. Par la suite, j'ai commencé à dormir sur le canapé du salon, à regarder la télévision le plus tard possible pour ne pas dormir. Je tombais de sommeil sur le canapé et me réveillais le lendemain matin. Mon père n'a jamais remis en doute tout ce que je vivais. Et il a même changé le canapé du salon pour que celui-ci soit plus confortable pour moi. Chez mon père, il y a 3 chats. Je sais que tu sais où je veux en venir. Les 3 chats ne sont jamais montés à l'étage, ou alors lorsqu'ils montaient, ils repartaient aussitôt la queue entre les jambes. Aussi, comme je te l'ai dit, la maison était tout en hauteur. Les chats se mettaient au pied de l'escalier de ma chambre et ils feulaient et grognaient. Lorsqu'un chat se comporte comme ça, on sait tous que c'est parce qu'il y a une menace, un danger. Un week-end, j'étais de nouveau chez mon père et il venait encore de se passer plein d'événements. J'étais très fatiguée et je n'arrivais pas à me reposer. Ma mère et mon père se sont mis d'accord pour que je vienne plus chez mon père pendant un moment, car ce n'était plus supportable pour moi. Par la suite, les événements se sont amplifiés, mais pour mon père. Il dormait dans la chambre du dessous et il entendait des pas, des objets qui tombaient sur le sol, des meubles qui se déplaçaient. Alors mon père a décidé de dormir dans cette chambre pour voir et comprendre ce qu'il s'y passait. Il a passé la pire nuit de sa vie. Il est resté 2 heures et il est même parti dormir chez sa propre mère pour ne pas rester dans cette fichue maison, tellement ça a été violent. Par la suite, il a été à l'agence immobilière pour connaître les antécédents de cette maison. Mais personne n'a jamais parlé. Même les voisins n'ont rien dit. Mais nous avons la certitude qu'il s'est passé quelque chose de terrible dans cette maison, et plus particulièrement dans cette chambre. Il a rendu la maison
et est parti habiter chez ma grand-mère, le temps d'en trouver une autre, car il ne voulait plus y rester. Merci infiniment, ma pépite, d'avoir pris le temps de nous raconter ton témoignage. Moi, j'aurais adoré savoir ce que ton père a vécu. Pour qu'il parte chez sa mère, en plein milieu de la nuit, ton papa, on parle quand même de quelqu'un d'un certain âge, c'est pas, voilà, tu vois, ton papa. Il a l'habitude quand même d'être dans cette maison, surtout que toi, enfin, une semaine sur deux, t'es chez ta maman, donc il reste seul. Je pense que c'était la première fois qu'il allait dormir du coup dans ta chambre pour vraiment savoir ce qui s'y passait. Après, tu nous as dit que ça s'est retourné contre ton père quand tu n'y allais plus. Donc, est-ce que quand toi tu venais, ton père ne vivait absolument... Oh, sur ma vie. Vous allez me faire une crise cardiaque. Le fait qu'il entende des meubles bouger, ça encore mes pépites, on en a entendu pareil, des témoignages similaires dans les autres threads. Donc ça, on l'a déjà entendu, les meubles bouger, les objets qui tombent. Par contre, toi, ton histoire de la couverture qui glisse et que tu essayes de la remonter mais que tu sens quelque chose tient ta couverture, ça c'est pour nous tuer, ma pépite. Ça vraiment, ce détail, oh mon Dieu, vraiment... Il y a les rationnels qui vont dire peut-être la couverture, c'est pris dans le pied du lit ou je sais pas, tu vois, ce qui serait très bizarre, mais il faut savoir que le papa aussi a vécu des choses bizarres, tu vois. Enfin bref, moi je crois pas au hasard, je pense que si toi t'as vécu ça et que ton papa l'a vécu aussi, c'est que cette maison, il y a quelque chose de bizarre. Et encore une fois, les voisins, ils n'ont pas voulu vous raconter, je pense, pour pas vous faire flipper, mais bon. Vous avez quand même flippé. Merci infiniment, ma pépite, encore une fois, pour ton histoire. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la troisième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'espère que vous allez bien. Si possible, je souhaiterais garder mon anonymat. J'ai 37 ans et je suis maman de 3 enfants. Je voulais vous faire part d'une expérience troublante vécue quelques mois à peine après la naissance de ma fille, qui a aujourd'hui 4 ans. Tout a débuté il y a environ 17 ou 18 ans. J'avais une vingtaine d'années à peine, j'étais étudiante et je travaillais dans un centre de téléprospection à temps partiel. Ayant de faibles revenus, je n'avais pas d'autre choix que de travailler pour payer mon logement, transport, bouquins, etc. Au travail, j'ai sympathisé avec une collègue. Nous avons créé des liens d'amitié. Je l'appellerai Angelina, car elle ressemblait beaucoup à Angelina Jolie. Très belle et douce femme de 24 ans, qui semblait avoir un avenir prometteur et heureux. Un jour, je l'ai sentie bouleversée et apeurée. Soucieuse de son état, je l'ai questionnée en lui précisant qu'elle pouvait compter sur moi si besoin. Elle me confia donc qu'elle se sentait épiée et qu'il lui arrivait de croiser régulièrement un homme qui la terrifiait par son attitude générale et son sourire moqueur. Il portait toujours une écharpe verte et un béret vert. Son regard est noir, me disait-elle. Je lui ai conseillé de déposer plainte à la police et d'être prudente. Je lui proposai également de la raccompagner chez elle si elle le souhaitait. Elle accepta et à plusieurs reprises, je l'ai donc raccompagnée, soit chez elle, soit chez son copain de l'époque. Par la suite, elle eut plusieurs jours d'absence et j'ai appris par sa sœur, qui travaillait aussi avec nous, qu'elle avait fait de nombreuses et violentes crises d'angoisse. Elle avait de ce fait été internée provisoirement en hôpital psychiatrique suite à une forme de crise psychotique selon les médecins psychiatres de cet établissement. J'avais passé pas mal de temps avec elle, alors j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et à imaginer qu'elle puisse avoir déclenché ce type de trouble psychiatrique. À son retour au travail, elle me confia qu'elle n'arrêtait pas de voir cet homme derrière elle dans la rue, et également à l'hôpital pendant son internement. Les médecins ont diagnostiqué des troubles du spectre schizophrénique. Elle s'est alors mise à prendre un traitement médicamenteux pour maîtriser cette schizophrénie. Afin de quitter l'hôpital, elle aurait donc expliqué qu'elle ne le voyait plus. C'était ce qu'elle m'avoua à demi-mot. Elle avait tout de même peur parce qu'elle le voyait parfois encore. Quelque chose m'intriguait. Pourquoi personne ne semblait croire qu'elle était harcelée et pourquoi personne ne lui avait conseillé d'aller déposer plainte à un commissariat de police?
J'allais bientôt comprendre pourquoi. J'étais troublée, je ne savais plus quoi penser et je ne savais pas comment la conseiller. Était-elle vraiment malade ou y avait-il un fou qui la harcelait? La sentant effrayée, je lui ai proposé de passer au moins une nuit chez moi. La solitude, dans des moments de grand trouble, ne fait qu'accentuer les peurs et les angoisses, selon moi. Elle accepta. On passa donc un début de soirée plutôt tranquille, mais peu de temps avant d'aller nous coucher, elle me dit cette phrase effrayante. « Regarde à ta gauche, vers la fenêtre. » Je précise que j'étais au rez-de-chaussée surélevé. Il est là. Il nous regarde. Je ne voyais rien. Je me dirigea vers la fenêtre, mais il n'y avait personne. Je fais donc demi-tour en m'éloignant de la fenêtre et j'entendis le son « pfff » dans cette même direction. Angelina cria et dit « Il me regarde et il se moque de moi ». Je l'ai rassurée en disant qu'il n'y avait personne. Je décide rapidement de fermer les volets. Elle était agitée, elle appela sa sœur en lui demandant de venir rapidement la chercher. À son arrivée, sa sœur et moi échangeons quelques mots et elle me demanda si j'avais aperçu l'homme qu'elle semblait voir constamment. Je lui dis que non. Sa sœur était certaine qu'elle souffrait d'une maladie mentale. Par contre, entre nous, ce « pfff », j'en suis sûre de l'avoir entendu, mais il était tout de même explicable. Un passant, une hallucination auditive causée par cette sensation d'angoisse. Malgré tout, à son départ, j'ai très peu dormi. J'avais à la fois peur à l'idée qu'un fou puisse traîner autour de ma fenêtre ou de la présence d'un djinn malveillant. J'ai laissé la sourate El-Baqara toute la nuit. J'ai fait mes prières surérogatoires et j'ai même mis une commode à la porte et une étagère à la fenêtre. Cela peut paraître ridicule, je le sais, mais je n'arrivais pas à rationaliser à ce moment-là. Par la suite, j'ai démissionné de ce temps partiel et nous avons fini par nous perdre de vue avec le temps. Un jour, plusieurs années après, je l'ai croisée par hasard en ville. J'étais contente de la voir. Elle était cernée, amaigrie, et après avoir pris des nouvelles l'une de l'autre, elle me demanda si l'homme au béret était encore derrière elle. Il n'y avait personne. Je lui ai conseillé de bien prendre ses médicaments, d'en parler à son médecin et de faire attention à elle. Je lui ai également conseillé de lire le Coran, de faire la prière et de demander de l'aide à Allah. J'ai repris son numéro de téléphone, mais elle n'avait par la suite jamais répondu à mes messages. Il y a 1 an et demi environ, j'ai reçu un SMS groupé de sa sœur disant qu'elle était décédée. Quelle triste nouvelle. Elle avait envoyé le même SMS à tous les contacts du téléphone d'Angelina. Je l'ai appelée et elle m'a expliqué qu'elle s'était la veille du 5e étage de la chambre qu'elle occupait chez ses parents. J'ai demandé l'adresse de sa famille pour leur rendre visite. Arrivée sur place, ses proches m'ont expliqué que sa schizophrénie avait empiré et qu'elle voyait d'autres personnes au physique atypique essayant de la toucher très souvent. Elle parlait toute seule et repoussait dans le vide ces personnes qu'elle était donc seule à voir qui s'approchaient d'elle. J'ai présenté mes condoléances à sa famille et je leur ai demandé de me prévenir pour la salade Jeneza. La salade Jeneza, c'est la prière qu'on fait sur le mort. Il était temps pour moi de m'en aller. Le Maghreb était passé. Le Maghreb, c'est quand le soleil se couche. Et j'avais pas mal de route à faire. Je me rendis au bas de l'immeuble. Juste avant de monter dans ma voiture, un rire glauque, presque foncé, avait attiré mon attention. J'aperçois un homme de dos avec un béret vert et une écharpe verte, haussant les épaules au moment où je l'ai regardé. Vous lisez bien. Un homme avec un béret vert et une écharpe verte qui, quelques instants avant, avait ri d'une manière qui n'était pas naturelle. Je me suis mise à trembler. J'ai récité le verset du trône tout en démarrant en tombe ma voiture, manquant de me prendre un poteau dans le virage. Avec du recul, c'était peut-être une horrible coïncidence. J'étais choquée par cette nouvelle et bouleversée par les circonstances du drame. Alors parfois je doute de ce que j'ai vu, bien que je sois paradoxalement sûre de ce fait étrange. Je tente encore de rationaliser en me disant que c'était une coïncidence. Cependant, étant croyante, je sais qu'il est possible que ce soit un djinn malveillant, essayant de me déstabiliser.
Il est également possible que des djinns soient la cause de son suicide. Mais seul Allah sait. Je suis très attachée à ma pratique et je lis et récite régulièrement le Coran, Alhamdulillah. Donc je sais au fond de moi que je n'ai rien à craindre. Il n'en est pas moins que cette question, expérience, m'a vraiment traumatisée. Ma pépite, je suis comme ça. À quel moment t'as vu ce monsieur au béret vert et cette écharpe verte? Depuis le début, ta collègue te dit qu'elle voit ce monsieur, qu'il la terrifie, qu'il la suit partout. Toi, tu ne l'as jamais vu. Et au moment où tu es parti voir les parents de cette fille, et là, t'entends un rire avant de rentrer dans ta voiture. T'entends un rire glauque et tu vois ce monsieur. Je suis choquée. Je suis choquée. Oui, ça peut être un djinn qui ait pris l'apparence de ce monsieur au béret vert et à cette écharpe verte pour justement te faire peur. C'est possible. Alors si c'est une réelle personne, un vrai humain, donc un harceleur qui s'est jamais montré à toi, qui s'est tout le temps montré à elle, alors ça, est-ce que c'est encore pire que le djinn? À vous de me le dire en commentaire. Mais c'est possible aussi. Après, c'est très bizarre de ne jamais voir la personne, tu vois. Et que ça soit que elle qui la voit. Franchement, c'est glauque. Mes pépites, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette troisième histoire. Franchement, j'étais pas bien. Quand j'ai lu l'histoire, j'étais vraiment pas bien. Je pensais pas que t'allais le voir. Je pensais pas que t'allais voir ce monsieur. Paix à son âme, à ta collègue qui est décédée. Vraiment, paix à son âme. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la prochaine histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Assalamu alaikum Cam, j'espère que tu vas bien. Je te suis depuis le début de tes threads que j'adore et j'ai toujours hésité à t'envoyer mon témoignage par peur que ça n'attire de nouveau l'entité qui me suivait. Aujourd'hui je me lance, mais je veux bien rester anonyme si tu décides de citer mon histoire dans ta vidéo. J'ai vécu d'innombrables histoires depuis mon enfance, dans la maison de mes parents d'abord, qui est pourtant neuve car c'est eux qui l'ont faite construire. Puis dans mes appartements, pendant mes études, ou encore à l'étranger, lorsque je suis partie en stage au Pérou. C'est d'ailleurs après ce voyage que tout a empiré. Mais je te raconterai ça une autre fois si ça t'intéresse. Depuis des années, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti des choses et des présences que je n'explique pas. Il y en avait plusieurs chez mes parents, mais je sentais que l'une d'elles s'accrochait à moi plus particulièrement. J'ai fini par l'appeler Gisèle, comme pour me rassurer, avec un prénom ridicule. Sympa pour toutes les Gisèle. Pour un démon, je veux dire. Ah, d'accord. Parce qu'elle me faisait peur et que j'avais l'impression de devenir folle. Ça me permettait de l'ancrer dans le réel, quelque part. Car je ne la voyais jamais, mais je l'entendais et la ressentais partout avec moi. Je faisais beaucoup de paralysie du sommeil. D'ailleurs, je t'assure que dans mon cas, c'était paranormal. Et même eu une période où j'en faisais chaque nuit ou à chaque sieste, à tel point que j'avais peur de m'endormir malgré mon épuisement. Mais c'était la routine pour moi, j'étais habituée. J'avais pensé plein de fois à faire des exorcismes, mais j'avais toujours fini par me dégonfler au moment d'appeler le prêtre. Entre parenthèses, je suis née dans une famille catholique, en me disant que c'était dans ma tête. Venons-en aux faits. Il y a presque 2 ans maintenant, après plusieurs mois de réflexion et d'apprentissage sur la religion, j'ai décidé de me convertir à l'islam. J'avais 21 ans. Un vendredi soir d'août, après être allée pour la première fois discuter avec un imam dans ma ville d'origine, j'ai décidé de réciter la shahada, seule, dans mon appartement, que je partageais à l'époque avec ma sœur. Elle n'était pas là ce soir-là. La shahada, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est une phrase qu'on dit et qui nous fait devenir musulmans. C'est l'attestation de foi. J'avais éteint toutes mes lumières de l'appartement, sauf une guirlande dans ma chambre. Je me suis fait couler un bain, car j'avais vu que c'était préconisé d'en prendre un après la conversion. Et j'ai récité la shahada dans ma chambre avant d'aller dans la salle de bain. La porte de mon salon était ouverte et je devais passer devant pour aller dans le bain. Je ne saurais pas te l'expliquer, mais j'ai senti ce soir-là que quelque chose était bel et bien dans la pénombre du salon. Déçue de ne plus pouvoir m'atteindre.
comme si le fait d'être devenue musulmane avait mis un voile entre cette entité et moi, et qu'elle voulait me faire savoir qu'elle était bien là, même si elle était pour l'instant impuissante. Je me suis alors dit que Gisèle allait enfin me laisser tranquille, mais je me trompais. J'ai continué de me sentir accompagnée, de faire parfois des cauchemars, moins souvent qu'avant, mais ça m'arrivait encore. Je n'y prêtais pas trop attention, car c'était mon quotidien depuis des années, et que c'était moins présent qu'avant, donc je pensais que c'était dans ma tête. Quelques mois après, en fin d'année, j'ai dû aller étudier à Barcelone, où j'ai rencontré une amie musulmane. J'ai alors décidé de me convertir officiellement, car être avec une personne arabophone me rassurait pour aller voir un imam. Je ne parle pas du tout arabe et n'avais que peu de proches musulmans à cette époque. Je continuais aussi d'apprendre à prier. Je n'arrivais pas à être régulière à cette époque car je devais déjà franchir la barrière de la langue et retenir le nombre de rak'at et de gestes de chaque prière, mais je m'entraînais régulièrement en lisant les sourates sur un carnet. Chaque fois que je priais, un accident bête m'arrivait, une chute dans les escaliers et d'autres incidents que j'ai oubliés depuis. Rien de grave, donc je me disais que c'était le hasard. Entre parenthèses, je suis de nature maladroite. J'ai donc persévéré et j'ai réussi à retenir plusieurs sourates et à prier toutes mes prières chaque jour. Alhamdulillah. Après plusieurs mois de prière assidue, j'ai commencé à avoir de nouveau des choses dérangeantes. J'oubliais les sourates en priant alors que je les récitais à la perfection hors prière. J'avais d'énormes bouffées de chaleur et de gros trous de mémoire pendant la prière. Je tremblais en écoutant certaines parties du Coran et je dormais très mal avec des cauchemars fréquents de nouveau. J'ai décidé de faire une ruqya pour en avoir le cœur net. J'avais besoin de me prouver inconsciemment que tout ça n'était que dans ma tête. Mais je n'étais pas prête, Cam, à me rendre compte que bien au contraire, c'était bien réel. Je me suis faite accompagner par un ami musulman qui venait me visiter à Barcelone pour la faire car l'imam refusait de me voir seule, ce qui m'a rassurée et m'a mise en confiance. Il avait l'air très fiable et je ne voulais pas y aller seule car je n'aurais pas pu comprendre s'il me faisait bien une ruqya ou si au contraire il me jetait un sort. On ne sait jamais, toutes les mosquées de Barcelone ne sont malheureusement pas fiables. Nous sommes donc allés à la mosquée avec cet ami qui est marocain et qui traduisait entre l'imam et moi, car l'imam aussi était marocain. Je me suis assise contre un mur et l'imam a commencé à réciter plusieurs sourates et doigts très différentes pour déjà voir à quoi j'étais éventuellement plus sensible. Ne parlant toujours pas arabe, je ne pouvais pas savoir ce qu'il disait, sauf quand il citait des sourates que je connaissais, c'est-à-dire très peu. Au début, ça allait, mais j'ai commencé à réagir à certaines phrases que je ne comprenais pas. Les larmes montaient, j'ai commencé à trembler, mais uniquement à certaines phrases, pas à tout. Il a alors ciblé plus précisément des sourates et des doigts qui semblaient coller à ce que j'avais. Et là, Cam, j'ai eu l'impression de perdre pied. Mes mollets, pas ma jambe, juste mes mollets, se sont mis à trembler très fort. Mes genoux étaient collés au sol, mais les mollets se décollaient de la moquette. C'est indescriptible, mais ça semblait impossible comme mouvement. Et je me suis mise à pleurer. L'imam disait à mon ami de me rassurer, car il pensait que c'était juste la peur qui me faisait ça. Mais non, ce n'était pas moi. J'étais juste spectatrice, comme si mon corps n'était plus à moi. Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait, à tel point que j'appuyais fort avec mes mains sur mes genoux pour me calmer. J'avais peur qu'on croie que je faisais semblant tellement c'était gros. J'ai commencé à avoir très froid, à claquer des dents super fort en tremblant comme une feuille. L'imam répétait une phrase en boucle qui m'a énervée et m'a donné envie de m'enfuir, mais j'ai tenu bon et ma mâchoire s'est serrée avec une force incroyable. Je te promets que c'est impossible pour moi de serrer aussi fort, même en le voulant. Tellement qu'elle a failli se déboîter et j'ai cru que mes dents allaient se casser. Ça a duré plus d'1h30. L'imam m'a ensuite donné une eau coranisée avec une plante dedans, dont j'ai oublié le nom, mais qui est souvent utilisée, que j'ai dû boire en entier sur les jours suivants. Moins d'1 semaine après, quand j'ai fini la bouteille, je suis tombée malade. J'ai cru que c'était le Covid, c'était début 2022. Mais les tests étaient négatifs, pourtant j'ai eu 40 de fièvre
pendant un peu plus de 2 jours. C'était mon seul symptôme. Et j'avais du mal à dormir, comme d'habitude, cauchemars et sentiments d'inconfort sans raison apparente. Suite à ça, quand la fièvre est partie, Dieu merci, tout est devenu normal. J'insiste sur le devenu, car jamais je n'avais senti cet apaisement avant. Je ne me sens plus suivie, je me sens vraiment seule, j'arrive à prier et à vivre normalement. Je n'ai plus refait de paralysie du sommeil non plus depuis. L'imam qui m'a aidée prend de temps en temps de nouvelles à distance car je ne vis plus à Barcelone et je n'ai plus à refaire de l'orqiyya pour m'assurer que tout va bien. Je ne le remercierai jamais assez de m'avoir aidée car en venant de me convertir, j'étais incapable de me faire une ruqya toute seule et de cibler les bons versets pour soigner ou même juste comprendre le mal que j'avais. Pour information, lui et mon ami ont discuté en darija après une ruqya et mon ami m'a expliqué que j'étais certainement touchée par le mauvais œil et de la jalousie car j'ai beaucoup réagi au dua et sourate sur ce sujet. Je vais beaucoup mieux et je sens que Gisèle est partie pour de bon. Il était temps. Je vis enfin une vie normale. C'en était presque bizarre au début. Ce qui est troublant dans ton témoignage, c'est qu'une vie normale pour toi, donc ce qui est totalement normal, hein, bien dormir, ne pas se sentir épié, ne pas se sentir observé, ne pas voir Gisèle, tu connaissais pas. Donc le fait que ça t'arrive et que tout redevient normal, c'est carrément bizarre pour toi. Ça, c'est très troublant. C'est quand même bizarre parce que j'ai l'impression, en fait, le mauvais œil, d'accord, mais je pensais que c'était fréquent que dans la religion musulmane, le mauvais œil. Je ne savais pas que ça existait hors islam. Sauf que, si je comprends bien, en fait, ce mauvais œil est arrivé même avant que tu te convertisses, étant donné que tu voyais déjà Gisèle avant ta conversion. Mes pépites, si vous en savez mieux sur le sujet du mauvais œil hors islam, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément. Merci infiniment ma pépite d'avoir pris le temps de nous écrire ton témoignage. Je suis vraiment contente et soulagée de savoir que tout va bien encore aujourd'hui. Comme quoi, vous voyez, les ruqya, ça peut changer une vie, vraiment. Bien sûr, à faire chez un bon raqi, et ça c'est un peu plus dur à trouver. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je t'envoie ce mail avec l'espoir que tu le lises un jour et en espérant que cette histoire n'arrive à personne d'autre. Je suis allée au Maroc cette année avec ma belle famille et mon mari afin de découvrir le Maroc, car je suis marocaine, mais je n'y suis jamais allée. J'ai fait un petit peu le tour du Maroc, mais vraiment je crois que je n'oublierai jamais de ma vie ce qui m'est arrivé. Et ma belle famille non plus ne l'oubliera jamais. Pour commencer, je tiens à te préciser que j'ai l'habitude de ressentir et entre guillemets, de voir ce qu'il y a de mauvais autour de nous. Tout a commencé un jour où nous sommes allés en famille visiter Marrakech. Nous avions décidé d'aller un petit peu plus loin que Marrakech, de faire les alentours. Il faut savoir pour commencer que ma belle-mère et moi, ce jour-là, nous étions dans un véritable mauvais état. Elle était très faible et très fatiguée. Elle ne pouvait plus marcher et pour moi c'était encore pire. Mes poumons étaient compressés, mon cœur était oppressé et j'étais très fatiguée. On était vraiment toutes les deux, ma belle-mère et moi, dans un état catastrophique. On est resté dans la voiture afin de nous reposer sous la clim parce qu'on pensait que c'était la chaleur. Nous cherchons une maison ou un appartement pour dormir. Une de mes belles-sœurs trouve une maison magnifique avec piscine, un énorme salon, plusieurs chambres et surtout la clim. Nous nous apprêtons à partir pour aller visiter l'appartement. Mais l'homme nous signale au téléphone que le maire du village avait déjà loué la maison pour la journée, seulement pour utiliser la piscine et qu'elle serait disponible à partir de 20h30, ce qui m'a paru bizarre au premier coup. Et j'ai tout de suite compris pourquoi la maison était seulement disponible à 20h30. Ma belle-sœur avait énormément de mal à comprendre où était située la maison. On arrive après 45 minutes de route dans un petit village à côté d'un énorme barrage d'eau. Le village, sur le coup, nous faisait légèrement peur, mais bon, on s'est dit, c'est un petit village du Maroc, pas de quoi s'affoler. On arrive devant la maison, soi-disant louée par le maire,
La personne qui était responsable de la location nous reçoit. Moi, j'étais déjà très inquiète de base car nous étions avec 2 voitures, plein d'enfants en bas âge et l'endroit ne me rassurait pas vraiment. Il y avait seulement une place pour garer une seule voiture et on ne savait pas où mettre la deuxième. Bref, ceci était vraiment le cadet de nos soucis. Toute la famille était rentrée pour visiter la maison et moi, au moment de descendre les escaliers pour arriver dans le grand salon, j'ai tout de suite ressenti quelque chose de lourd qui m'a empêchée de rentrer. Je ne voulais pas rentrer, mais nous n'avions pas le choix. Il a commencé à faire nuit, tout le monde était fatigué et les enfants étaient contents car il y avait une piscine. Je me sentais pas du tout à l'aise dans cette maison et d'ailleurs personne ne l'était. Tout le monde fait le tour de la maison, visite un peu. On se rend compte immédiatement qu'il n'y a pas d'électricité. On demande à la personne qui nous la loue de mettre l'électricité afin de pouvoir voir ce que donne la maison, car il commence à faire nuit et nous voulons visiter. Il nous dit qu'il revient et qu'il va nous mettre l'électricité. Donc, nous, pas de souci, on continue de visiter la maison. Et moi, après pratiquement 1 heure de route, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je vais en direction des toilettes qui se situent derrière une chambre, c'est-à-dire qu'il fallait automatiquement passer par une des chambres pour accéder aux toilettes et à la salle de bain. En sachant qu'il n'y avait toujours pas d'électricité, la chambre était d'une chaleur horrible, insoutenable. Je vais donc dans les toilettes, je ferme la porte à clé. Je fais mes petites affaires, je me lave les mains, je vais pour sortir, la porte reste bloquée. Je pensais que c'était mon mari qui me faisait une blague, car il avait l'habitude de m'en faire énormément. Mais je me suis mise à crier « C'est bon, c'est pas drôle, j'ai besoin de sortir !» Donc je pousse la porte, toujours rien, la porte ne s'ouvre pas. Et pourtant, j'avais bien ouvert le verrou. 2 minutes après, la porte s'ouvre toute seule. Je vais voir mon mari en lui disant que ce n'était vraiment pas drôle. Et il me dit « De quoi tu parles ? Je n'ai pas bougé du canapé. » Je tiens à préciser qu'il y a 2 étages dans cette maison, auxquels nous n'avions pas le droit d'y accéder, et que personne n'y avait accès. Les portes étaient bloquées avec de grosses barres en ferraille. Les placards étaient fermés avec des haches pour couper le blé. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il faut savoir également que le salon était immense. Un vrai salon marocain, magnifique, mais personne n'arrive à rentrer dans ce salon. Nous étions tous assis sur 2 petits canapés dans le couloir. On était plus de 12. On aurait tous pu s'allonger dans le canapé après toute la route et la journée que nous avions passée, mais impossible. Personne, je dis bien personne, n'arrivait à rentrer dans le salon. Et je peux ajouter un petit détail, que ma belle famille est une famille très pratiquante. Même ma belle-mère qui est vraiment un amour, un sucre, une personne dotée d'un cœur blanc. Comme j'en ai jamais vu, n'arrivait pas à rentrer dans le salon. On continue la visite avec une autre de mes belles-sœurs pour aller visiter la piscine. On se rend tout de suite compte que la piscine est noire. On prend quelques clichés quand même de la piscine et de la rue qui était belle mais pas incroyable car on sentait que des gens nous regardaient. Il y avait une autre chambre à l'extérieur. Pour y rentrer, il fallait vraiment se baisser. La porte était minuscule. Les enfants eux-mêmes se baissaient pour pouvoir entrer. Déjà ça nous a fait peur. On décide quand même de rentrer dans la chambre et là je peux te jurer sur tout ce que j'ai de plus cher que je n'ai jamais été aussi traumatisée que ce jour-là. Pourtant des expériences paranormales j'en ai eu, mais alors celle-ci m'a traumatisée. La chambre était minuscule, mais elle était très très chaude. Le matelas était à même le sol et il y avait tout autour des pierres. Tu sais, des grosses pierres qu'on utilisait pour faire un feu de bois. En parlant de feu de bois, il faut savoir que juste à côté du matelas, il y avait les restes d'un feu qui avait été fait très certainement avant que nous arrivions. On sort directement et on se rend compte que devant nos yeux, quelqu'un sortait de la piscine. Tu sais comment nous l'avons remarqué? Car les traces de pas se faisaient devant nous, devant nos yeux. On pensait vraiment être folle, mais ce jour-là, je te jure, on était vraiment très très mal. En fait, là, vous êtes en train de voir des traces de pieds mouillés qui se forment autour de la piscine, sauf que vous voyez personne. On appelle une autre de mes belles-sœurs pour lui demander si elle se sent bien, car nous ne sommes vraiment pas rassurés et nous voulons partir d'ici. Nous préférons dormir dans un riad plutôt que dans cette maison. Au moment où nous avons dit ça, les portes des chambres se sont claquées et nous voyons tout autour de nous des ombres passer à ce moment-là. Ma belle-sœur décide de quitter la maison, on prend tout le monde et on s'en va.
J'étais la dernière avec mon mari pour fermer la porte. Mon petit-neveu âgé de 6 ans se met à courir, à descendre des escaliers. Sauf que moi, c'est un peu bizarre ce que je vais dire. Vous pouvez me croire ou non, j'ai vu un petit enfant à côté de lui qui lui prenait la main. Mon mari l'a vite attrapé par le col et lui a interdit de descendre. Mon neveu s'est mis à pleurer, à hurler, à crier, mais on ne l'a pas lâché. On l'a remonté en haut. Il faut savoir que même une fois dans la voiture, il voulait sauter de la voiture pour retourner dans la maison, alors que personne ne s'y sentait bien. Une fois qu'on s'était éloigné de la maison, ma belle-mère et moi avons repris des forces, comme si toutes les choses mauvaises qui étaient autour de nous avaient lâchés. Mais malheureusement, le petit enfant que j'ai vu descendre avec mon neveu s'est accroché à lui. Je reviendrai plus tard. Nous avons pris la route pour partir direction Guélise. Sur la route, une de mes belles-sœurs décide de s'arrêter pour acheter à ses enfants à manger. Mais il faut savoir qu'elle décide de s'arrêter au mauvais endroit, car nous étions encore dans le village en question. Je ressentais que tout ce qu'il y avait autour de nous était vraiment mauvais. Les gens nous regardaient avec insistance. Les animaux, alors que je suis la première à aimer les chats, étaient effrayants. La nourriture ne m'inspirait pas confiance. On a donc décidé de tout donner aux personnes qui étaient dehors. À un moment donné, je demande à une femme s'il y a des toilettes. Elle m'indique un chemin dans le noir où je voyais tout au fond des yeux qui m'attendaient. Je n'y suis pas allée et j'ai ordonné à mon mari de dire à ses sœurs et à sa maman de partir tout de suite car nous n'étions pas en sécurité. On retourne à la maison des parents de mon mari et on se rend compte que mon neveu a changé de comportement. Toutes les nuits, il se lève aux alentours de 3 heures du matin et il nous dit qu'il veut partir de la maison. Il tape tout le monde et pleure pour qu'on le laisse sortir. On a dû bloquer toutes les portes, toutes les fenêtres et ça, il le faisait tous les soirs. Un soir, je décide de rester éveillée et d'écouter, pareil, 3 heures du matin. Il recommence à crier alors qu'il dormait. Il crie, il pleure, il hurle pour qu'on le laisse sortir. Et moi, je voyais à côté de lui le petit garçon qui le tirait pour qu'il sorte de la maison. J'étais tétanisée. Je ne savais pas comment le dire à sa mère. Je n'ai pas osé. Je l'ai d'ailleurs dit à mon mari et à une de mes belles-sœurs. Nous avons mis du Coran. Nous lui avons mis du musc protecteur. Il hurlait de douleur quand je lui ai mis du musc. Mon mari et moi sommes rentrés en France quelques jours après avec une autre de mes belles-sœurs. J'appelle pour prendre un peu de nouvelles du Maroc et j'apprends que mon neveu essaye encore de partir pendant la nuit. J'ai tout de suite compris que cet enfant essayait de le prendre avec lui et de le ramener à la maison ou essayait de le tuer. J'ai eu très peur pour lui. J'ai donc décidé d'en parler à sa mère et de lui faire comprendre qu'elle ne devrait pas le lâcher de la nuit car à tout moment il pouvait partir. Mais vraiment quand je dis à tout moment il pouvait partir, il pouvait vraiment partir. Il a essayé plusieurs fois de se lever dans la nuit sans faire de bruit, d'ouvrir les portes et de partir. Heureusement que mon beau-père a l'oreille légère et qu'il avait entendu et il l'a rattrapé au bon moment. Aujourd'hui, nous sommes tous rentrés en France et Dieu merci, personne n'a rien. Mon neveu a complètement changé et est redevenu lui-même. Il est sage comme un sucre et fait ses nuits sans crier, sans pleurs. Merci ma pépite pour ton histoire, merci d'avoir pris le temps de nous écrire cette histoire, aussi longue soit-elle. Je sais pas si tu vas mal le prendre, mais moi je tiens à être honnête dans tous mes threads d'horreur, vous me connaissez. Concernant cette histoire, j'ai un peu de doute. Je sais pas, malgré tout ce que j'ai pu vivre de bizarre dans ma vie, quand même voir des traces de pieds se former à côté de la piscine, donc mouillée, tu vois. C'est franchement difficile à croire. J'aurais aussi également aimé que tu nous envoies en fait les photos de cette maison. Tu nous as dit que tu as pris beaucoup de clichés, notamment les clichés de ces traces de pas. En fait, j'ai l'impression, alors encore une fois, si tout ce que tu me racontes est vrai, vraiment excuse-moi, mais j'ai l'impression que tu nous rajoutes des détails au fur et à mesure que tu aurais pu juste nous dire dès le début. Et c'est pour ça que j'ai du mal à croire ton histoire. Mais encore une fois, merci d'avoir pris le temps de nous raconter ton témoignage. Mes pépites, comme d'habitude, on se retrouve en commentaire
pour discuter de tout ça. Sur ce, j'espère infiniment que ces histoires vous ont plu. J'espère qu'un thread d'horreur aussi long vous a fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous a le plus terrifié. Moi, je pense que c'est l'histoire avec le monsieur au béret vert et à l'écharpe verte. Sur ce, voilà mes pépites. Cette semaine de l'horreur est terminée. J'espère que cette semaine, tous les jours avec moi, vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce décor incroyable. Je tiens à vous dire que je suis au parc Astérix. Il n'y a personne, nous sommes en semaine. Pauline, qui travaille dans le parc Astérix, m'a gentiment proposé de faire notre dernier thread d'horreur pour Halloween dans ce décor merveilleux. N'hésitez pas à la bombarder de commentaires ultra gentils, genre merci Pauline, parce que croyez-moi, j'aurais jamais pu reproduire ce décor-là chez moi. Impossible. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Dans quelques jours, je vous sors un peu les backstage de cette semaine de l'horreur, de tout ce qui s'est passé en fait pendant cette semaine de l'horreur, un petit peu le bêtisier. Donc ça sort dans quelques jours. N'hésitez pas à la voir parce que franchement, c'est très très intéressant. Et sur ce, voilà. N'hésitez pas à bombarder les likes. On se retrouve en commentaire et je vous embrasse très très fort. Ah oui, bien évidemment, l'abonnement, si tu t'abonnes, alors là, c'est le pompon sur la Garonne, comme j'adore le dire. Et sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très vite, soit pour le backstage du coup de la semaine de l'horreur, ou alors à dimanche prochain pour un autre thread d'horreur. En attendant, mes petites pépites, ne regardez pas derrière vous.